Monsieur Luka Doncic, Le Slovène, le prodige, le Wonderboy. l'athlète. Ah non. Non, pas la tête, mais le reste. Oh là là. Ouais. On s'installe en vous faisant la bise, petit apéro d'actu en ce début de semaine, en espérant que vous avez bien démarré votre semaine. Il y avait un autre épisode du Top 100 All Time ce lundi, et il fallait qu'on parle de monsieur Luka El Craquito Doncic. On va en parler en long et en large. Vous avez été nombreux à nous demander notamment un apéro sur lui, parce que le garçon, il fait l'actu. Et pas qu'un peu, hein. Ah bah là... En même temps, c'est normal. En même temps, c'est normal. Entre ses performances individuelles et les résultats collectifs de Dallas, il faut bien qu'on parle de tout, de Doncic et des Mavs. Oui. Les résultats collectifs de Dallas sont vraiment pas mal du tout. On peut même les considérer au-delà des attentes. Encore qu'il faut regarder le calendrier, tout ça. Enfin, on peut en discuter pendant des heures. Par contre, les perfs de Luka, ça commence à devenir tendu. Ouais. Si on est dans ce genre de considération, un triple-double de moyenne en 30-10-10 dès sa deuxième saison, bon. Et on va faire le point. Et on sait que vous êtes nombreux à nous partager vos avis sur les réseaux sociaux sur le cas Doncic. Commençons tout de suite par le plus important. C'est le fils de Larry Bird. Si on a fait cette couverture-là, tout à fait, si, on peut se permettre. Hein. Si on fait cette couverture-là, c'est parce qu'il y a quelque chose que Luka est en train de vraiment modifier dans les perspectives qu'on se faisait sur sa carrière quand il a été drafté. Il est en train d'exploser toutes les attentes qu'on avait. Même nous, sur nos sièges européens, où on voyait Luka dominer avec la Slovénie, avec le Real, où il a été exceptionnel avec l'Euro, qui est en mesure de pouvoir dire « je savais qu'il ferait ça en deuxième année NBA », c'est impossible. Non. Même moi, je me mets même pas dans ce paquet-là, parce que je me mets... Mais personne... moi, j'étais genre... je contestais pas son talent, mais j'étais pas je trouvais ça très bien et logique que les Suns draftent DeAndre Ayton. Après, on va pas se mentir, je suis très content d'avoir un pivot athlétique qui prend des diurétiques et qui se fait suspendre pendant 25 matchs. Mais concrètement... Oui, il y avait un prodige dans cette draft 2018, 2018, et les Suns l'ont pas pris, les Kings l'ont pas pris, les Hawks l'ont pas pris, et qui c'est qui draft en 4 ? Memphis. Et Memphis l'a pas pris. Memphis, putain, ils l'ont pas pris. Ils ont pris... Ah oui, Jaren Jackson. Ah la vache. On pourra en reparler de ça. Mais donc, on va se le permettre. Mais oui, il est clair que... J'étais même pas là-dedans, quoi. Non, bien sûr. Mais quand tu le vois là, au bout de une saison rookie, déjà all-time, parce qu'elle était fort sympathique, et que là, tu vois comment ça se passe avec Porzingis et Dallas, c'est incroyable. Dans le jeu, on est là sur un mois de compétition où Luka, il n'y a pas un seul match où, d'une manière ou d'une autre, il arrive à contribuer et dominer surtout. De toute façon, c'est pas compliqué. Je l'ai répertorié. Il a fait un seul... mauvais match entre guillemets depuis ce début de saison. Si tu regardes les lignes statistiques, c'est contre les Nuggets, il met que 12 points, il n'y a pas grand chose et tout, il est en galère et tout. Excellent Gary Harris sur lui. Ça gagne. Alors c'est un petit contraste parce que c'est pour ça que tu parlais de Dallas tout à l'heure, c'est un petit contraste qu'il y a des matchs où Luka a très bien joué et t'as pas été foutu de battre les Knicks par exemple. Tu vois, donc ça c'est pour ça Dallas on peut mettre en perspective. Mais Luka Doncic visuellement, enfin je sais pas pour toi, mais visuellement, avant même de parler des lignes de stats, parce qu'elles sont complètement sales, hein, les lignes de stats, mais visuellement c'est Larry Bird, quoi. Il y a du Larry, il y a du... Ah bah c'est Larry Bird qui parle slovène. Alors, attention au blasphème, parce que là je te vois, tu t'emportes. Il y a du Larry évidemment, parce que quand tu le vois... Tellement du Larry, quoi. Parce que tu vois le cerveau sur le terrain et le fait qu'en fait, ça y est, sur 48 minutes, c'est un jeu d'échecs et il avance les pièces à sa façon et il sait qu'il va arriver échec et mat au final, il le sait. Ouais. Il a un niveau de confiance et de vision qui rappelle Larry Bird et donc notamment, moi, je sais, on avait parlé aussi avec certains, parce que je l'avais envoyé l'année dernière sur Larry Bird par rapport à ce premier blasphème, pour certains, mais ça montre aussi quelque part... Dans quelle classe on le met, quoi. Dans quelle classe on le met, et ce qu'était aussi Larry Bird. Parce qu'il y a plein de gens qui regardent la NBA là, depuis quelques années et qui voient les matchs qu'on peut voir. Larry Bird, ça représente un peu une énigme pour certains, parce que tu as 10 minutes de mixtape sur YouTube ou quoi que ce soit. Quand tu vois Luka, il y a beaucoup de Larry Legend, ouais. C'est-à-dire que... Ah, il y en a beaucoup. Parce que toi, tu parles de la vision et tout. Il y a aussi le côté pas orthodoxe. Bien sûr. C'est-à-dire, sur un poste... C'est quoi, Luka Doncic, potentiellement, si on devait le mettre... C'est un 2-3, quoi. C'est un 3. Un 3, mais qui peut aussi jouer un peu 2. Qui peut jouer un 4. Oui, mais...
il peut pas défendre les 1 et les 4 quand même. Alors que le 2 et les 3, il est à peu près dans le ton, quoi. C'est ça que je veux C'est un dire. ailier. C'est un ailier, c'est un extérieur, donc qui est complètement dans la mouvance actuelle de cette NBA qui est quand même pas mal dominée par des extérieurs capables de faire du jeu. Bien sûr. Paul George, LeBron James, Kawhi Kevin Durant, Leonard, Kawhi Giannis. Leonard, tout ça. Tous les mecs qu'on vient de citer, c'est des putains d'athlètes, quoi. Bien je sûr. veux dire, c'est des gars, quand tu les croises pas au playground à tous les coins. Luka Doncic, ses capacités athlétiques, hormis le fait que le mec fait 2 mètres, sinon c'est un athlète bon, correct, mais à l'échelle NBA, c'est un athlète relativement faible, comme l'était Larry Bird. Tout à fait. Je suis dans mon délire de comparaison. Ensuite, tous les deux, ça shoot quand même vraiment bien, même si je pense que Larry est quand même un bien meilleur shooter que ce qu'est Luka pour l'instant. Ça, c'est un blasphème. Mais il a un toucher qui peut le faire devenir un excellent shooter. Un excellent shooter. Et donc il est dans la lignée. Tout à fait. Après, il y a le côté clutch. Il nous a déjà montré Luka. Juste sur le shoot, voilà. Je pense qu'il peut taffer autant qu'il veut, Luka. Il peut taffer autant qu'il veut. C'est pas sûr qu'il atteigne Larry Bird. Non. Ouais. Par contre, Larry Bird, il a jamais fait autant de passes décisives que ça, quoi. Oui, mais bon. Genre à la créa. Oh putain. Alors c'est la mouvance actuelle. C'est le rythme de jeu qui veut ça, c'est les responsabilités qui ont été aussi à le... Je crois pas. Non, ce que je veux dire par là, c'est que le rythme de jeu faisait que simplement entre le jeu qui est mis en place là aujourd'hui, où tu as un niveau de partage de balles qui était beaucoup plus réparti, notamment dans les années précédentes. Là, quand tu regardes Dallas jouer, tu sais que Luka Doncic, la balle est dans ses mains. Ah oui, d'accord. Et ça va passer par lui. Le usage rate. Usage rate, tout à fait. Mais quelque part, le usage rate rentre aussi dans le rythme de jeu. Oui, mais je pense qu'en termes de... Moi, quand tu dis le mot rythme de jeu, je pense contre-attaque et tout ça. Je pense nombre de possessions. Ça doit être sensiblement la même chose que les années 80 à peu près, je pense. Ouais. À la différence que, en fait, quand tu remontais la balle, il fallait la donner à Dennis Johnson. Ou Maquel au poste. Alors que Luka, en fait, on n'est pas très très loin déjà. Même si ça en tue certains de voir, et on aura l'occasion d'en parler d'un certain Barbu qui joue à Houston, en termes de usage rate et de le nombre de possessions et de munitions qui sont dans le flingue de Luka Doncic, il est déjà tout en haut de la ligue. Mais complètement d'accord. Et alors j'arrête avec mes comparaisons de Larry Bird. Je pars sur Luka Doncic, parce que je sens que ça énerve des gens, puis genre je vais me mettre plein de gens et surtout, c'est surtout beaucoup trop tôt. Non, mais c'est beaucoup trop tôt. En fait, je compare parce que le style de joueur très technique, pas très orthodoxe, avec un QI basket plus qu'au-dessus de la moyenne et pas très athlétique. Voilà, ça me fait penser à Larry Bird. Tout à fait, mais attends, Anthony, bien sûr. Allez, j'arrête après. Non, mais de toute façon, c'est écrit sur un site que vous aimez peut-être particulièrement, Trash2.co, quand Anthony Davis arrive en NBA, au bout de 8 mois, on fait « Ah tiens, nouveau Kevin Garnett ». C'est normal, on se permet. Il y a de ça. On se permet. Pour en revenir à ce que tu disais, c'est ça aussi c'est peut-être le truc le plus fou dans Luka Doncic, au-delà de ces lignes de stats auxquelles on va arriver derrière, c'est il est en deuxième année, il est au début de sa deuxième année. Ok, il avait de l'expérience avant, Real Madrid, blablabla et tout, mais il a déjà les clés d'une franchise dans laquelle, je veux dire, il y a Kristaps Porzingis, ok, il revient de blessure, mais l'autre il était niveau All-Star avant de se blesser. Il n'y a pas eu de discussion. Oh, bien sûr. Et on lui file les clés. Ça gagne, ça joue plutôt bien autour de lui, il rend quand même les autres meilleurs, là clairement ça se voit quoi, qui rend les autres meilleurs. Après le problème c'est qu'il a des coéquipiers, ça part d'assez bas, donc il les rend meilleurs, mais voilà, et ça gagne, et donc on est là en train de se dire en fait ce mec il a 20 ans, il est qu'en deuxième année, tu lui files une équipe où il y a un bon lieutenant mais qui revient de blessure, et autour il y a du role player, on va pas leur faire offense mais assez lambda, c'est des bons joueurs, très bien utilisés par leur coach et compagnie. Eh ben t'es playoffable à l'Ouest. Mais bien sûr. Après, sur 13 on est en début de saison, oui voilà. Mais t'es dans le rythme. Mais tu peux tout à fait. Et de toute façon, les blasphèmes qui étaient faits pour aller dans ce sens, les blasphèmes qui étaient faits en début de saison, où certains, notamment les commentateurs de Dallas, disaient « J'affirme que Luka Doncic est un top 10 joueur NBA », plus les minutes et les jours passent, là ça va être dur de leur donner tort. Moins ça devient un blasphème, tout à fait. Plus tu avances, plus tu te dis « Bon, en fait, ce mec, il faut absolument construire avant », et Dallas l'a très tôt compris, ce qui est très fort aussi de leur part, c'est qu'ils ont senti qu'ils avaient un phénomène et un prodige dans leur équipe. Ah bah là c'est les clés du camion, c'est tiens vas-y mon pote. Complètement. Moi ce qui m'hallucine surtout, et on a eu l'occasion d'en parler aussi par le passé, c'est que les mecs qui font des très très bonnes premières années NBA, on en a. Ceux qui font une très bonne deuxième année et sont bons par séquence, ce sont des stars. Ceux qui sont bons tous les soirs, c'est des superstars. Et Luka, au bout d'un an et demi, c'est déjà une superstar. Tous les soirs, tu t'attends à ce que Luka soit domine le jeu, soit choisisse qu'il score ou qu'il distribue, soit finir en triple-double, soit finir avec la victoire. Ouais,
Parce qu'il a ce côté compétiteur en lui qui fait que les superstars sont là tous les soirs. Il y a le côté compétiteur et même si on va pas non plus enlever du mérite à Rick Carlisle qui coach très bien ce petit bazar-là. Mais nous, tu vois, dans les previews, ni l'un ni l'autre, on a mis Dallas en playoff. Genre, là, il y a que 13 matchs. Mais c'est pas parce qu'on avait sous-estimé le supporting cast, c'est parce qu'on avait sous-estimé le niveau auquel Luka Doncic pouvait arriver cette saison. Moi, le supporting cast, quand je vois Finney-Smith jouer, quand je vois Maxi Kleber, quand je vois Porzingis, il est en quoi? Il est en 20-10, 19-9 ou un truc comme ça. Enfin, je les pensais dans ces zones-là. Je pensais pas que Luka Doncic pouvait déjà tourner en 30-10-10 ou quasi. Déjà. Non, quand même assez propre au tir, le mec 48%, bon 31% de loin, il en met, voilà, c'est pas Larry Bird encore de loin, mais il est à 48% de loin quand même. Bien sûr. Et surtout, autour de lui, tu as 7 joueurs, là j'ai regardé, là tu as 7 joueurs qui sont tous entre 18 et 28 minutes de jeu. Donc ce sont des mecs qui participent vraiment à la rotation. Bien sûr. Ils sont tous entre 8 et 10 points. Tout à fait. Et on a 7. Tout à fait. C'est beaucoup. Et on en a parlé, ça par contre on en a parlé dans les 30 previews en 30 jours, et vous le verrez, c'est sur YouTube, hein, donc c'est vraiment le côté Rick Carlisle avec Porzingis, Doncic et des mecs qui peuvent s'éclater autour. L'attaque de Dallas, on savait que ça allait être une dinguerie. L'attaque de Dallas, elle bouge pas. Elle est l'offensive rating au moment où on parle, elle est première. Voilà. Donc quand on regarde Dallas jouer, et on l'avait vu en pré-saison un petit peu, on savait que ça allait être rythme élevé, tout dans les mains d'un phénomène qui prend, 90% de bonnes décisions sur pick and roll à l'âge de 20 ans. Donc ça, c'est très rassurant aussi. Et en transition aussi. Et les mecs qui sont autour de lui, ils ont un ordre. Quand tu catches, soit tu shootes, soit tu drives et tu vas au panier. Donc du coup, l'attaque de Dallas est très très bonne. Moi, c'est plus ça qui m'impressionne. Parce que Luka, évidemment, là, c'est ouf. On peut pas prévoir qu'un mec soit en 30-10-10 comme ça et domine autant. Mais quand tu regardes sa saison rookie, tu vois qu'il traîne des pattes en deuxième partie de saison et qu'il est en 25-8-8 quoi. Et au plus on lui a changé la moitié de son effectif à la trade deadline en plus. Et il était en 25-8-8, tu vois, 25 points, 8 rebonds, 8 passes. Tu lui changes la moitié de son groupe, je veux dire, ça compte quand même. À titre perso, même s'il est incroyable, vu qu'on a eu des moments déjà de Doncic où il a été très bon l'année dernière, disons que c'est pas ça qui m'impressionne le plus. Ce qui m'impressionne le plus, c'est dans le contexte global, c'est comme tu l'as souligné, c'est tu vas à Dallas maintenant dans le vestiaire, tout le monde va dire lui c'est notre franchise player, alors qu'on est tous plus âgés que lui, y a pas de problème. Genre même Jalen Brunson, je crois, il doit être plus âgé puisqu'il a fait un long parcours à Villanova, et on va le suivre, quelles que soient ses décisions. Et ça par contre c'est balèze parce que Rick Carlisle il a vraiment fait un taf là-dessus. Il y a un paquet d'équipes dans la ligue, tu prends Luka Doncic, tu mets dans le vestiaire, c'est le franchise player. Oui bien sûr. Il y en a un paquet. Ouais. En fait tu ferais mieux de compter les équipes où ça serait pas le cas. Mais c'est pour ça que c'est ça qui est dingue. Mais c'est pour ça que c'est un candidat MVP à l'heure où on parle et où il va falloir qu'il confirme, c'est sûr. Je me suis amusé à fouiller un peu dans les stats avancées. Je t'en prie. Une que j'aime bien pour parler de ce genre de joueurs, c'est les box plus-minus, tu sais. Ouais. Je voulais regarder, donc en box plus-minus offensif, il n'y a que James Harden qui fait mieux. Ouais. Il est à 10,8 Harden et notre ami Doncic à 10,4. C'est des box plus-minus de fou furieux. Hein. Non, quand t'es à 10, c'est grand malade. Hein. Et en box plus-minus tout court, c'est-à-dire l'offensive et la défensive, parce que la défensive de Luka, elle est pas ouf. Merde, je la trouve pas là. On parlera de la défense de Luka. Mais elle est pas dinguissime, elle est genre, mais elle est positive hein, par rapport à Harden par exemple, ou à Lillard ou à des gars comme ça qui ont des box défensives négatives. Lui au moins elle est positive, elle a un 1,5 ou une connerie comme ça. En boxe globale, il y a que Giannis qui fait mieux. Putain. LeBron fait pas mieux. Tu vois, LeBron est en dessous. Ah, bien sûr. Karl Anthony Towns, il est en dessous aussi. Tu vois, genre moi j'étais là, genre attends, Karl Anthony Towns. Bien sûr. Attends, il y a des colonnes statistiques sur lesquelles Luka est déjà hallucinant. C'est complètement dingue ça comme stat. Bien sûr. C'est-à-dire que les monstres. Parce que je suis LeBron, Giannis, Karl Anthony Towns, il est quand même là depuis un peu plus loin. En plus, il a beaucoup de ballons lui aussi. Enfin, c'est des monstres quoi. Et ben ces monstres là. Sur la plupart des stats, ils sont derrière Luka Doncic. Tout à fait. Et tous le félicitent. Hein. Je veux dire, il y a eu le duel entre LeBron et Doncic où lui c'est le premier. Là, il y a eu évidemment le match d'hier soir contre San Antonio. Il a fait un 40-10-10, le deuxième plus jeune de l'histoire ou deuxième plus jeune de l'histoire, je crois, à faire ça, 40-10-10. Où LeBron a été le premier à dire sur Instagram, je vous avais dit que c'est un motherfucker, un bad motherfucker, parce que tout le monde s'accorde à dire. Draymond Green le disait l'année dernière, Steve Kerr le disait l'année dernière. Quand tu le voyais jouer, tu savais qu'il allait être très bon. Ouais. Donc c'est sûr que quand tu regardes les bases statistiques, c'est assez fou. Maintenant, c'est 13 matchs, 9 double-double, 6 triple-double. Ouais. Maintenant, et vu le rythme et vu le système de Dallas, il peut continuer comme ça pendant longtemps parce qu'en plus, il se défonce pas. Donc c'est très bien. Maintenant,
on en revient notamment à cette discussion qu'on avait eue dans pas mal de cas, quel alignement des planètes aussi de pouvoir tomber sur un excellent coach qui te met dans le bon système et qui te responsabilise. Ce que je veux dire par là notamment, c'est qu'on a... Mais merci Carlisle, merci Luka, merci Carlisle, merci la com des agents aussi de Luka, avoir fait en sorte aussi de pouvoir tomber à Dallas, parce que c'est génial comme alignement des planètes. On a un bon coach, on a un management qui a prouvé par le passé qu'il pouvait faire des efforts pour bien entourer leurs superstars, et donc du coup, on le voit exceller. Et on peut le voir du coup, ce plafond. Moi je te veux bien te rejoindre là-dessus, mais j'ai envie quand même de mettre un petit bémol, dans le sens où je suis d'accord pour dire, je pense surtout que le fait qu'il soit tombé à Dallas va faire en sorte qu'il peut être assez rapidement bien mieux entouré que s'il était tombé chez les Knicks ou chez les Suns, où ça va mettre des années. Mais par contre, je pense qu'il défoncerait la ligue pareil dans n'importe quelle équipe quasiment. Il défoncerait à titre individuel. Il défoncerait à titre individuel. Il n'aurait peut-être pas les résultats collectifs. Et c'est ça tout le truc. Bien sûr, mais c'est ça tout le truc, parce qu'il y a des mecs qui sont très très bons. Il y a des joueurs individuellement, en fonction de où ils tombent, c'est pas pareil pour eux, c'est plus compliqué. Alors que Luka, je pense que n'importe où il serait tombé, il aurait eu les clés du camion, il aurait fait les stats. Bien sûr, il aurait contribué. Là, l'avantage, c'est qu'il y a un staff qui a fait ses preuves, que ce soit en termes de recrutement ou en termes de coaching, intelligence d'anticipation, qui va faire en sorte que, je veux dire, demain, tu donnes un peu de flexi à Dallas, qui va te rajouter des role-players plus forts. Bien sûr, un gros meneur, un gros plus défenseur. fort que des Jalen Brunson, et puis peut-être un intérieur genre un peu plus fort que des Maxi Kleber ou des Dwight Powell. Ça existe doucement, les fans de Dallas, ça existe. Ça va, même eux, ils en sont conscients. Mais bien sûr. Mais voilà. Et là, tout de suite, t'as une équipe, genre, ça rigole plus du tout. Tout à fait. Tu vois, j'avais juste besoin de le souligner parce qu'on a beaucoup de cracks là qui sont en NBA et qui n'ont pas, évidemment, qui n'ont pas un tiers du talent de Doncic, ça c'est indéniable, mais qui n'ont pas aussi cet alignement de planète qui est bien heureux. C'est-à-dire qu'on voit des gars galérer, et c'est ce jeu de destin qui sublime encore plus la story de Luka. C'est-à-dire que tu te dis, ok, son surnom c'est Wonderboy, mais c'est vraiment Wonderboy, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment le mec qui arrive au bon moment, qui est transféré au bon endroit. Dernière année de Dirk et tout. Dernière année de Dirk, où on lui file un partenaire de pick and pop incroyable, un coach qui se redéfinit aussi. Donc, pour le moment, c'est très bien. Collectivement, on peut parler de Dallas un petit peu, c'est bien. C'est hyper fun à regarder en attaque, principalement grâce à Luka Doncic, mais aussi à cause de ce que tu as dit. Le banc, les role-players d'une manière générale, qu'ils soient du banc ou... Parce que Carlisle fait... il y a des mecs qui sont titulaires, mais en fait, sont titulaires, ils font pas tellement plus de minutes que certains remplaçants au même poste et tout, tu vois. Je pense à Seth Curry, qui était titulaire là la nuit dernière contre les Spurs, par exemple, tu vois, genre, faut regarder les minutes, mais voilà. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de joueurs, je crois qu'ils sont donc 7, c'est ça, 7 qui sont entre 7 et 10 points avec entre 18 et 28 minutes par match, donc c'est vraiment des rotations assez amples. Ils ont tous feu vert. Il y a le cas Porzingis qui revient doucement, donc il met quand même 19 points par match, il prend ses 9 rebonds, on l'a vu faire des très bons matchs, on l'a vu faire des matchs absolument dégueulasses au tir. Oui. Il est que à 40% là depuis le début de saison, donc c'est relativement faible pour lui par rapport à ce qu'il est bon shooter. Si Porzingis commence à faire tomber dedans à des pourcentages qui lui ressemblent un peu plus, bien sûr, ça peut devenir vraiment très très chiant à défendre Dallas. C'est le projet Mavs. Le projet Mavs, c'est d'avoir un duo comme ça qui vraiment attire à tel point les fans, parce que l'attaque est fun et les deux gars sont fun à regarder jouer. Je veux dire, même Porzingis, c'est fun, il tape des putbacks dans tous les sens, il y a des dunks, il y a des contres, enfin c'est fun même à regarder Kristaps. Les fans des Knicks, ils sont bien contents d'avoir tapé, parce que ça c'est les deux points noirs quand même. C'est quand même le point noir du début de saison. Moi c'est surtout 2 fois qui m'a choqué. Ouais, c'est que quand tu le perds grâce à un bon Frank Ntilikina à Dallas, celui-là, bon, ok, pourquoi pas. Et Kristaps, ça a été très bon dans ce match. Celui à New York, ça, non. Pas une isolation de Marcus Morris qui te défonce au finish avec des hustle plays où les Knicks sont juste meilleurs. C'est bizarre. Ils sont à 8 victoires pour 5 défaites. T'as 2 défaites face aux Knicks. Ils n'ont pas eu un énorme calendrier pour l'instant. Et ça, c'est un autre point. Énorme. Ouais. Ils n'ont pas battu tant de bonnes équipes que ça. En fait. Ils ont battu... Genre les Lakers, ils ont perdu. Ils ont battu Toronto. Les Blazers, ils ont perdu. Là, c'est bien. Là, ils viennent de battre Toronto et San Antonio. Si tant est qu'on puisse considérer que San Antonio est une bonne équipe à l'instant T où je parle, parce qu'ils sont sur une série de défaites. Ça reste une grosse équipe. Ça reste une grosse équipe, mais qui n'est pas en forme. Tout à fait. C'est comme Portland. Non, mais Portland, ils ont perdu Dallas contre Portland. C'est bien ce que je dis, c'est que c'est des équipes qui n'ont pas des très bons bilans, mais qui restent des grosses équipes. Donc sur un soir, il faut les taper. Voilà. Donc là, les Spurs, je trouve qu'ils les prennent au super bon moment, au moment où ils sont complètement au creux de la vague. C'est même plus une vague à ce niveau-là. Ça suffit. C'est des énormes rouleaux là. Vous êtes au creu de l'énorme rouleau. Bon, on va peut-être en parler un de ces quatre, non ? On va en parler un de ces quatre, mais c'est pas le sujet. Surtout quand on est chez un voisin texan, normalement, pas de blasphème pour parler des Spurs. Là, on parle des Mavs.
Ah, les salauds. Mais il y a un autre axe, deux autres axes dont je vais un peu parler sur cette vidéo. La première, c'est que on voit ce qui se passe notamment avec Luka Doncic, donc en termes de usage rate et par rapport à son âge et ce qu'il est capable de faire tous les soirs. Il y a du triple-double qui tombe à foison. Ouais. Plus jeune joueur à atteindre un nombre de triple-double incroyable avant les 21 ans qu'il aura en fait en début d'année 2020. Là. Ouais. On a eu un script très particulier quand on a eu un meneur du Thunder qui a tourné en triple-double de moyenne et qui a mené son équipe en play-off avec 47 victoires. Ouais. Il y a eu beaucoup de hate. Ouais. Pas le même âge, pas le même style de jeu. Pas le même style de jeu. Je pense que le style joue beaucoup. Tout à fait. Pas le style de jeu, pas le même flashy aussi devant les médias, ce côté aussi un petit peu souriant qu'a Luka par rapport au côté beast que peut avoir le Brody. Mais ça va être très intéressant de voir comment la montée en puissance de Doncic se traduit dans l'appréciation des fans, parce que enchaîner les bons matchs de série régulière, d'accord, on l'attend aussi évidemment en play-off. Ouais, mais en fait, j'adore Westbrook. Hein. C'est voilà, que je sois clair tout de suite. Moi, j'adore Westbrook. Je fais partie de ceux qui sont pas du tout d'accord quand on dit stat padding et tout. Moi, je dis faut quand même le faire. 3 saisons de suite, triple-double, dont celle où il est MVP, où il emmène celle où tu fais référence là, où il emmène OKC en play-off et tout. Il emmène quand même pas grand-chose en play-off avec 47 wins et tout. C'est quand même fort. Luka est capable dès cette année de faire. On sent qu'il est capable dès cette année d'emmener s'il emmène cette équipe des Mavs en play-off. Oui, c'est une dinguerie. Oh, c'est lourd. Mais personne ne dit le contraire. Non, mais c'est très très lourd. Ça remet juste en perspective ce qui a été dit sur le dos de Russ. Je mettrais une différence. C'est que après, je peux me tromper, hein, mais j'ai l'impression que Doncic, il a un jeu qui peut tellement fonctionner en play-off. Je veux dire, les Mavs, j'ai pas la stat sous les yeux, mais les Mavs, ça joue pas vite. Hein. Non. Là, cette année, je pense qu'ils ont une des paces les plus lentes de la ligue. Hein. Enfin, parmi les paces lentes, en tout cas. Clairement. Non, bien sûr, ils prennent des shoots rapidos. Hein. Oui, c'est juste qu'ils prennent leurs shoots rapidos et ils choisissent bien leurs shoots, bien sûr. Ouais, mais en pace, là, le nombre de possessions par match, mais bien sûr. Attends, pour aller dans ton sens, de toute façon, c'est simple. On en avait parlé la dernière fois avec Simon, à qui je fais la bise, évidemment, fan des Kings qui adore d'avoir drafté Monsieur Bagley, évidemment, dont on pourra reparler parce que ça, c'est l'autre axe. Je pense que là, on ne fait que toucher au potentiel de Luka. C'est-à-dire que quand on arrive en play-off, que lui, il adore la pression, il adore la compétition, et on va lui mettre un challenge sur demi-terrain de 48 minutes, il va être encore pire, parce qu'il est dans la lignée aussi de ce que fait un LeBron, roi des échecs, qui montre ce qu'il est capable de faire sur demi-terrain. Donc non, je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. C'est simplement sur l'image... 22e, 23e pace. Oui, Dallas. C'est relativement. Bien sûr. Je dis juste ça par rapport à l'image que se font les gens par rapport à l'acte du triple-double. Évidemment, la manière est différente. Ah non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais c'est fort de faire ça. Voilà, mais j'ai juste hâte de voir comment ça va monter parce que on a cette espèce de montée en puissance de Luka et on en voit plein des stars qui sont comme ça. On a vu Giannis. Regarde ce qui s'est passé pendant 1 an et demi. On était là genre, waouh, incroyable, amazing et tout. Et il y a eu beaucoup de backlash quand il est arrivé en play-off aussi. Parce qu'il a commencé à avoir des critiques sur son shoot extérieur. Il y a des gens qui ont commencé à faire not my leader, not my franchise player. Des dingueries qu'on peut voir un peu partout. Parce que non, mais des grosses dingueries qu'on peut voir parce que le mec n'a pas réussi à mettre juste 2 shoots extérieurs alors qu'en fait il a juste 24 piges et que ça va bien progresser. En 38-12 depuis le début de saison. Exactement. Bref. Donc la montée en température de Luka, elle est sublime à voir et tout le monde monte à bord du wagon. Comment ça va être quand il va avoir les premiers bâtons dans les roues, quoi. Premier bâton dans les roues. C'est un joueur il est comme Westbrook, il est comme Giannis dans son genre à lui. Je veux dire, c'est des joueurs en régulière. Il défonce. C'est un joueur, il va dans son style, il va défoncer la régulière. Pour moi, il peut la défoncer comme ça pendant 80 matchs. Tout à fait. J'ai pas de problème avec ça. Je veux bien voir en play-off. J'ai pas trop d'inquiétude offensive là où quand on voit arriver Westbrook en play-off, on fait oh là là, il va encore shooter à 28% et tout. Là où quand on voit arriver Giannis en play-off, encore Giannis ça va, il emmène en finale de conf quand même. Mais on va dire oui, mais comme il a pas de shoot, gna gna gna, dans les bonnes défenses, les entonnoirs, tout ça, on verra cette année. Mais voilà, ça s'est arrêté en finale de conf l'année dernière pour les Bucks, c'est déjà pas si mal. Luka, lui, où est-ce qu'il pourrait se faire exposer en play-off ? Sur sa défense ? Oui. Je vois que ça. Parce que moi, pour moi, offensivement, Luka Doncic, playoff ou pas playoff, voilà, tu peux finir la phrase, on sait très bien comment se finit la phrase. Pour moi, tout à fait. Il va avoir le meilleur défenseur sur lui, mais... Il va s'en foutre en soi, parce qu'il arrive tout le temps à trouver la manière techniquement de dépasser son défenseur, je suis d'accord. Mais il y a aussi de plus en plus d'équipes qui voient comment ça se passe. Alors évidemment, en saison régulière, c'est particulier, parce que tous les soirs, tu changes d'adversaire. Quand il va commencer à avoir potentiellement des schémas mis en place
pour essayer de lui enlever ne serait-ce que la balle des mains, ne serait-ce qu'il enlever un peu la balle des mains, tu as besoin d'avoir un autre créateur. Voilà, là t'es dans la merde au niveau de Dallas. Là l'effectif est un peu juste. C'est ça, demande à un mec qui joue à Los Angeles, qui porte le numéro 23, ce que ça donnait quand il n'avait pas d'aide ses premières années. Tu peux en effet faire des dingueries à la Pistons 2007, c'est ça, Pistons 2007, où il a foutu Cleveland tout sur son dos, il a tapé les Pistons et voilà, très bien. Ça va en finale là. Incroyable, tout à fait. Incroyable, légendaire. Mais il va quand même en finale NBA quand même. Tout à fait. C'est une conférence dont on pourra reparler par la suite. D'accord, mais... Là, non, mais tout à fait, je suis pas en train de refaire l'histoire, je dis simplement qu'il faudra surveiller comment ça va se passer pour Luka, parce que pour le moment, il a ce côté superstar où chaque soir, quels que soient les défenseurs qui lui soient mis sur la gueule, il arrive à trouver un moyen de contribuer. Mais s'il y a ne serait-ce que 2-3 templates à la Denver avec Gary Harris et un gros travail collectif de Denver. Oui, je veux bien voir ce que va faire Boston sur lui qui défend très bien. Ou les Raptors, les Raptors viennent de perdre. Tout à fait. Boston a battu Dallas. Boston a battu Dallas. J'avais plus en tête, tu vois. Boston a battu Dallas, ou c'est Dallas qui s'est passé. Je veux bien voir comment on a vu les Lakers par exemple qui ont été, même si Luka fait son match, hein, mais ils ont été quand même plutôt bons. Ça va être à surveiller. Ouais. Et donc en défense aussi. Les Clippers sont pas joués Dallas encore. Les Clippers ont joué Dallas, et Dallas a gagné parce que c'était contre l'équipe F, si je dis pas de bêtises, je crois. Il y a eu un Clippers Dallas déjà. Bien que tu checkes en speed. Vas-y. Je crois qu'il y a ils mettent 87 points, je crois, les Clippers. Enfin, c'est un match. Ah bon, il y a eu ça déjà ? Dis-moi si je dis des bêtises, mais je crois. Attends, c'est possible. Hein. Je suis pas sûr. Attends, don't move. Ou alors c'est pas ça. C'est marrant, ça me dit rien, mais je me trompe peut-être. Ce qui est sûr, c'est que la défense, on va en parler aussi un peu parce que ça, c'est expo. Non, il n'y a pas eu de. Non, il n'y a pas eu de Clippers. C'est vrai que, bon là ils viennent de battre les Raptors, les Spurs on en a parlé, après t'as quand même perdu 2 fois les Knicks, t'as perdu les Celtics, t'as perdu les Lakers, t'as perdu Portland, en fait en gros... T'as battu qui tu devais battre. T'as battu les Nuggets, en gros. Oui. C'est quand même bien. C'est très bien, Toronto c'est très bien. Et Toronto c'est très bien, par contre c'est vrai que sinon, Wizards, Pelicans, Cavaliers, Magic, Grizzlies, j'allais dire Knicks mais non, tu les as perdus, c'est vrai que y a... Ça va. Par contre, c'est ça qui est bien pour Dallas, c'est que tu es là à 8 victoires, 5 défaites. Tu es positionné dans le top 8 de l'Ouest. Tu as des équipes dont on va parler comme nos amis des Spurs, nos amis des Blazers, et bien évidemment les Warriors, donc des équipes qu'on avait plutôt vu faire peut-être des saisons bien meilleures que ce qu'elles sont en train de démarrer en tout cas. Donc tu vas avoir une option, là tu vas avoir la possibilité vraisemblablement de, si tu tiens le coup, de te retrouver en playoff, c'est quand même génial quoi. Ah non, c'est sûr, ce serait génial. Mais comme on le disait là, il va falloir tenir. Sur les axes, exactement, il va falloir tenir. Il faudra voir aussi défensivement donc ce que ça donne, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui se mettent aussi à cibler gentiment Luka sur pick and roll, et tout phénomène que j'adore, c'est très très limité. Il se fait bien exposer, il y a beaucoup d'équipes qui commencent à faire genre pick and roll sur 77, on y va, sur lui, on y va, ouais, parce que tu prends des fautes rapidement, parce que qu'il est limité juste physiquement quoi. Oui. En fait, il est assez long, ça va, hein, il est relativement long. Non, bien sûr, mais c'est vrai que c'est la mobilité. En termes de vitesse latérale, c'est un peu chaud pour lui. Les tippings de Luka Doncic, c'est lentissime, quoi. C'est pas ouf. Donc ça, c'est sûr que plus ça va aller quand tu joues Dallas. Ton meilleur attaquant extérieur, tu files la balle en main et tu fais tous les switches qu'il faut jusqu'à temps qu'il tombe sur Luka Doncic en gros. Non, c'est ça. J'exagère un peu, mais c'est clairement ça. Hein. On a eu un exemple à l'extrême de flemme qu'on a eu, attention, je fais pas de compas, avec ce qui se passait du côté d'Houston avec un Harden qui avait une énorme charge offensive et qui faisait que pendant quelques saisons, il a totalement délaissé ce qui s'est passé en défense, ce qui n'est pas le cas de Luka. Mais une fois que notamment notre ami Barbu il a commencé à prendre un tout petit peu plus le pli défensif, ça s'est vu aussi dans les résultats de son équipe, donc il faudra surveiller comment Luka aborde ça, parce que en effet tu l'as dit, 82 matchs à ce rythme là offensivement pas de problème, par contre des deux côtés du terrain à surveiller, hein. À ce rythme là de responsabilité offensif et en même temps devoir bien défendre, compliqué, pas beaucoup de joueurs qui savent faire ça, c'est ça. D'ailleurs, Larry Bird, il défendait pas de ouf. Hein. Non, voilà, c'est ça. Mais tu peux apprendre à défendre intelligemment. Sur ma comparaison, c'est bien ça. Les fans de Boston, ils sont. Moi, j'aimerais bien tu le verrais pas avec une petite moustache comme ça, le Luka là. Non, il est très bien avec sa barbe. Il se laisse pousser un peu les cheveux. Moi, j'aimerais bien qu'il se laisse pousser un peu les cheveux puis qu'il se mette une petite moustache comme ça. Il est très bien. Là, ce serait giga blasphème. Il est très bien avec sa coupe ultra gel. Après, il échange aux Celtics contre Gordon Hayward et on est bon. Nom de Dieu, avec le 77. Bien, hein. Ouais. Tu décroches le 33. Ah putain, mais wow. Je fais exprès. Ah là là. Regarde, ça y est, tout de suite, on peut rien dire. Bah tiens, je vais te calmer avec un dernier thème donc. Ouais. Cette fameuse draft 2018.
Ouais, j'ai dit tout à l'heure en intro. Tout à fait, mais revenons aussi là-dessus parce qu'il y a beaucoup de... J'en vois de certains de fans aujourd'hui d'Atlanta, Memphis un peu moins parce que là ils ont trouvé aussi certaines solutions, mais le sujet est quand même là. Non mais si. Mais surtout... Tous les mecs qui n'ont pas pris Doncic, c'est tout, faut juste être honnête, quoi. T'as raté le prodige de cette draft, je dis pas que t'as pas pris un joueur fort. Trae Young, franchement, moi, il me fait kiffer, quoi. Bien sûr. Tu vois, Jaren Jackson, franchement, je le trouve très bon. Bien sûr. Mais non, les gars. Mais DeAndre Ayton, franchement, voilà. Et Marvin Bagley aussi à faire le taf. Mais non. Il y a un moment où il y a... Non, si je le mentionne, c'est parce qu'il y en a qui commencent à avoir des regrets. Alors, tu peux en soi, parce que tu regardes Luka et tu te dis... Faut être honnête. Mais il faut être honnête que là, au bout d'un an et demi, la discussion, elle est déjà terminée, quoi. Torchée, quoi. Après... Dans la longévité du truc, il peut toujours se passer des choses, genre, je veux pas souhaiter de mal à personne, mais tu vois, genre, Luka Doncic, une blessure à la con, comment elle peut impacter sa carrière, pendant qu'un Cam Reddish devient Paul George, pendant qu'un Marvin Bagley ou un DeAndre Ayton tourne vraiment en 20-10 pendant 10 ans, tu vois, genre, je dis pas que c'est pas possible, je dis juste qu'il y avait un prodige, et il y a 4 équipes qui l'ont pas pris. Voilà, point, barre, 5, 4. Non, du coup, il y en a vraiment 3 parce que les Hawks qui étaient en 3 ont accepté de... Oui, disons que Memphis pouvait pas le prendre, du coup. Memphis était niqué, ouais, c'est ça. C'est vraiment Suns, Kings et Hawks. C'est vrai que Memphis, en fait, je dis de la merde. Ils pouvaient pas le prendre. Non, ils pouvaient pas le prendre, non, c'est simplement dans l'ordre, puisque les Hawks sont pris en 3. Il peut y avoir des regrets, mais à voir comment ces gars-là, en effet, vont non seulement produire sur le reste de leur carrière, parce qu'ils vont être liés intrinsèquement à cette draft. Enfin, je veux dire, il y a des drafts comme ça où tu regardes les mecs et où tu te dis, waouh. En fait, il faut essayer de voir justement qu'il n'y ait pas un Sam Bowie dans ce trio, quoi. Ce qui est mal parti, puisque les 3 mecs sont vraiment très bons. Sont très bons. Tu vois ? Bien sûr. Non, mais je suis rassuré là-dessus. Mais voir quel est leur plafond, quoi. Comment est-ce qu'ils peuvent y arriver ? C'est ça. Parce que tu peux te retrouver dans une situation où, je dis n'importe. La construction à Sacramento au bout de quelques années fait qu'ils rattrapent un petit peu leur retard et que donc du coup quand tu as ton association d'Aaron Fox, Marvin Bagley et qu'en fait ce sont des gars vachement bien, bah tu vas peut-être un peu plus loin en playoff, tu fais plus de succès, etc. Et donc le script va aussi changer parce qu'on sait aussi que les victoires jouent dans ce sens. Donc il y a des gens qui vont commencer à dire, et il y en a déjà aux States qui commencent à dire ouais bah très bien Luka, grosse performance, mais alors par contre dans certains matchs c'est juste des statistiques et il fait pas gagner son équipe. Certains commencent à le mentionner. Je sais pas trop parce que là pour l'instant il fait plutôt gagner son équipe. That's my point. Moi je pense ça, mais il y en a qui commencent à le dire parce que il y a aussi beaucoup de gens qui veulent faire le rapprochement avec Harden où il y a eu des matchs qui sont emportés mais où quand ça ne rentre pas et où quand la production offensive n'est pas là, bah je veux dire Luka ne pourra pas échapper à ceci, c'est à la fois recevoir toutes les fleurs et recevoir les claques quand ça n'ira pas. Et c'est normal. Il va devoir encaisser quand ça marche pas. Ça, c'est le jeu. C'est le jeu, c'est ça. Mais que certains s'y préparent parce que c'est comme si Luka parfois était un peu intouchable. C'est normal, c'est la montée en température, quoi. Ça a été le cas avec les Giannis, avec les LeBron quand ils sont arrivés en NBA. On était tous à bord du bateau, quoi. Les critiques, elles tombent quand vraiment on voit que ça capote, ce qui n'est absolument pas le cas pour le moment. Et Dieu sait s'il est en train de mettre tout le monde à la sauce, quoi. C'est ça. C'est qu'il y a vraiment une sauce Doncic, quoi. Et je peux vous dire qu'elle pique. C'est gratuit, c'est limité, ouais. C'est vrai, Non, c'est clair. Donc non, pour en revenir sur ta question de la draft, bah oui. Je dirais pas, tu vois, en tant que fan des Suns ou en tant que fan des Kings, je dirais pas genre j'ai le somme, je dirais juste bah oui, on n'a pas pris le meilleur joueur. Bien sûr. Moi, en tant que fan des Hawks, j'ai pas le seum non plus. Quand je vois ce que fait Triang. T'as pas le seum, mais t'as pas pris le meilleur joueur. T'as pas pris le meilleur joueur. Clairement, de loin. Ça, c'est clair. Je veux dire, il y a une strate. Je dis pas que des Trae Young ou des DeAndre Ayton ne peuvent pas devenir des putains de stars, mais c'est pas des prodiges. En un an et demi, en tout cas, cette question est réglée. Je suis d'accord. Clairement. C'est sûr. Clairement pas. Dites-nous ce que vous pensez évidemment de ce début de saison de Monsieur Luka Doncic des Mavs. On va surveiller tout ça, comme on l'a dit, le calendrier était fort sympathique. On va attendre les grosses confrontations, un peu plus de grosses confrontations aussi pour les Mavs avec de jolis petits duels. Merci à Luka de nous égayer ce début de saison et on se revoit très vite pour de prochains apéros. Ciao, des bisous, ciao.